abonnez-vous. Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Abonnez-vous matin. Nous sommes vendredi, il est tout juste 10 h et nous sommes comme d'habitude en direct des locaux de Mediapart, au cœur de la rédaction, au cœur du moteur de l'information même, j'ai envie de dire. Je dis n'importe quoi, c'est pas grave. Bonjour tout le monde, bienvenue, merci beaucoup d'être là. J'espère que vous allez bien, on profite de ce moment sans canicule, ça fait plaisir par rapport à la semaine dernière où au moins il y a la clim ici, mais bon, c'était quand même pas évident, hein. Abonnez-vous matin, c'est donc tous les vendredis de 10 h à midi, avec des invités, avec des créatrices, créateurs de contenu, des journalistes, des nouveaux médias. À suivre aussi sur cette chaîne, abonnez-vous le lundi à 18 h avec ma collègue Anna. Ça, c'est pour les coulisses de Mediapart. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de sub, il n'y a pas de cheers, il n'y a pas tout ce qui accompagne habituellement les chaînes Twitch, puisque ici, le seul moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner à Mediapart. Mediapart ne vit que de vos abonnements. Et je crois que le pad, le Stream Deck est éteint, ce n'est pas grave, on va faire sans. Je vais faire Edoui, abonnez-vous. Je reçois ce matin Aïda Delpuech, salut. Salut, bonjour à tous. Tu es journaliste d'investigation, tu es spécialisée dans les questions d'écologie, hein, travailles notamment pour Blast, tu as écrit pour Le Monde Diplo, tu as écrit aussi pour Mediapart, hein, tu as pigé ici. Tu es passé par le média tunisien Inkifada et par Forbidden Stories. Est-ce que j'ai oublié des choses dans la présentation ? Il y a d'autres médias pour lesquels j'ai pigé, mais voilà, c'est la condition de pigiste. On multiplie les médias avec lesquels on travaille. Il y a eu Reporter aussi, enfin voilà, mais tu as dit l'essentiel. Reporter qu'on salue aussi bien sûr, et qu'on recevra probablement ici. Est-ce que vous entendez bien tout le monde ? Je fais le petit test son habituel avant de rentrer dans le sujet. Dites-moi si vous avez des soucis pour nous entendre, s'il y a des petits réglages à faire, et puis si c'est tout bon, et bien écoutez, on pourra. Je suis assez centré. Je pense que tu es assez centré, je pense. Ouais. Parce qu'en fait, on voit pas entièrement le cadre. Ah, ok. C'est partiellement visible. Son, image, ok, incroyable. Merci à Galdian. Eh bien, écoutez, on va s'y mettre. Aïda, donc j'étais invité parce que tu parles d'écologie, mais avec un angle particulier. Tu t'intéresses à l'articulation de l'écologie et de la guerre, hein, notamment à Gaza. Tu as beaucoup travaillé sur ce sujet, sur la notion d'écocide, hein, sur laquelle on reviendra aussi, sur les questions coloniales en lien avec l'écologie. Est-ce que tu peux raconter un petit peu le parcours qui a fait que tu t'es intéressé à ces sujets et que tu es devenu spécialiste de ces sujets ? Oui, bien sûr. Rebonjour à tous. Moi, l'écologie, ça a été mon tout premier sujet. Et justement, en y réfléchissant avant d'arriver, je pense que c'est l'écologie qui m'a amenée au journalisme. Et j'ai très tôt été, en fait, ça m'a très tôt, donc très jeune, quand je pense que j'avais 11 ans, ça m'a très vite interpellée. Je pense que je fais aussi partie d'une génération où voilà, le péril climatique, on a très vite été au courant de ce qu'il impliquait, donc très jeune. Et je pense que c'est une angoisse qui m'a jamais vraiment quittée. Et j'avais envie d'en faire quelque chose. J'avais pas envie que ce soit mortifère. J'avais pas envie, voilà, d'être complètement paralysée par la chose. Donc je me suis demandé comment est-ce que je pouvais justement en parler. Et puis j'ai été inspirée par notamment une grande figure du journalisme qui, moi, m'a vraiment beaucoup inspirée, qui s'appelle Marie-Monique Robin, que peut-être certaines personnes connaissent, qui a notamment écrit Le Monde selon Monsanto. Donc c'est une enquête qu'elle a menée sur 3 ans, où elle a enquêté sur voilà, le système Monsanto, le système pesticides, herbicides, OGM. Elle en a tiré un livre, elle en a tiré un documentaire qui ont eu énormément d'impact. Donc moi, voilà, ado, je lis ça, je regarde ça et je me dis waouh. Je vois un peu la lumière et je me dis ouais, c'est ça que je veux faire, en fait. Le livre, effectivement, on a pas mal parlé à l'époque, le livre sur Monsanto, Ouais. qui a eu un énorme retentissement Oui. sur la vision de cette entreprise, sur la pollution. Et puis je crois qu'il faisait déjà, si je dis pas de bêtises, le lien avec les questions de nord et de sud global. Bien sûr, Ouais. parce que les OGM ont été notamment déployés dans des pays comme l'Inde. Et il y a toute une question de hold-up génétique, c'est-à-dire que ce genre de multinationales comme Monsanto, Bayer aujourd'hui, en fait, fait main basse sur les semences, se les approprie, donc dépose des brevets, etc. Et ensuite les distribue de par le monde. Et donc ce qui est spécifique avec les OGM, c'est qu'une fois qu'on entre dans le système OGM, il est très difficile d'en sortir. Donc c'est un piège dans lequel se sont retrouvés énormément d'agriculteurs indiens, mais aussi partout en Amérique du Sud. C'est énorme aussi le phénomène, encore aujourd'hui. Voilà.
Oui, ça veut dire que les agricultrices et agriculteurs n'ont pas la main sur ce qu'ils plantent et ils ne peuvent pas eux-mêmes recultiver En les fait, c'est semences un qu'ils ont. circuit infernal, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre dans le système et dans le circuit OGM, déjà ça stérilise les terres, donc c'est très difficile de réintroduire d'autres types de semences. Et les OGM, je rappelle, c'est des semences génétiquement modifiées qui sont faites pour résister aux herbicides et aux pesticides. Donc en fait, ça implique aussi l'utilisation massive de pesticides. Donc c'est vraiment un système mortifère. Donc plus d'OGM, plus de pesticides et on relance, etc. Et puis comme on peut pas en sortir, bah, tous les ans, il faut aller racheter les kilos de semences à Monsanto Bayer. Mhm. Et voilà, c'est un cercle infernal. Et donc ah oui, c'est ça, on t'entend moins bien, c'est vrai que c'est pour ça que... Ah, pardon. Hop. C'est Réalisation qui dit ça. Non, mais je pense que tu peux te tourner vers moi, c'est simplement comme le Ouais, micro bah, je est tourne le micro directionnel. vers toi. Voilà. Euh, Voilà, donc en fait, tout ça pour dire que c'est vraiment des travaux comme ceux de Marie-Monique Robin qui m'ont énormément inspirée. Et donc je me suis dit, bah, j'ai envie de parler de l'écologie parce que moi, c'est comment dire, je vois ça comme un des gros fronts de notre siècle. Je veux dire, voilà, ma vie s'incarne au 21e siècle. Quels sont les grands enjeux? Eh bien, l'écologie fait partie de l'un des plus gros enjeux auxquels on a à faire face aujourd'hui. Comment en parler? Comment adresser cette question? Bah, moi, j'avais envie de le faire via l'investigation. Donc, voilà, parce que, enfin, pour moi, je le voyais, je le vois encore aujourd'hui comme un véritable combat, une véritable guerre, et je pense qu'on en parlera plus tard aussi. Et donc, moi, l'enquête, l'investigation me semblait être un outil particulièrement fort pour, voilà, justement, me lancer dans ce combat. et justement, toujours en lien, on le disait, avec une vision internationale en fait de l'écologie, pas uniquement franco-française, c'est-à-dire sur des enjeux locaux qui peuvent être intéressants aussi. Mais là, tu t'inscris vraiment dans une démarche de montrer que l'écologie, ça a un impact sur différencier selon les pays, que ça peut être utilisé comme une arme de guerre. On parlait des écocides tout à l'heure, et c'est ce qui nous amène à ton enquête que tu as menée sur la situation à Gaza. En fait, comment tu en es venu à faire ce lien-là sur la question du génocide à Gaza, sur la façon dont Israël détruit les cultures, rend inhabitable l'enclave, avec l'écologie. Comment est Mm. venu ce sujet? Je vais afficher l'article que tu as fait comme ça. Alors moi, j'ai malheureusement énormément travaillé sur Gaza ces dernières années. Tu l'as dit en tout début, mais je suis passée par une organisation et un média qui s'appelle Forbidden Stories, dont la mission est de reprendre les enquêtes des journalistes menacés, voire emprisonnés ou assassinés dans le monde. Et donc j'ai passé 1 an et demi 2 ans chez Forbidden Stories. Et l'une des enquêtes que j'ai dû mener, c'était sur le ciblage des journalistes à Gaza. Il y a plus de 270 journalistes qui ont été assassinés à Gaza par l'armée israélienne, donc c'est une véritable hécatombe. Et donc à Forbidden Stories, on a voulu montrer que c'était pas simplement, comme le répète inlassablement l'armée israélienne, des dommages collatéraux, mais qu'il y avait vraiment une stratégie de ciblage. Et on sait bien que faire taire les journalistes, ça fait partie des premières étapes lorsqu'on veut implanter un projet, encore une fois, mortifère. Mm. C'est les premières personnes à abattre. C'est Donc, globalement une politique d'écarter les journalistes. On les tue, les journalistes sur place, on empêche l'accès aux journalistes extérieurs. Je crois que voilà. c'est le conflit depuis la Seconde Guerre mondiale où il y a le plus de journalistes qui ont été tués. Complètement. Donc C'est c'est une du jamais stratégie. vu. Ouais. C'est absolument du jamais vu. Le blocus déjà qui est en place à Gaza depuis 2007, en fait, c'est dans la continuité de ça. Aucun journaliste n'a été admis à Gaza, en tout cas étranger, depuis le 7 octobre 2023. Donc c'est un énorme problème. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on voit de moins en moins de choses sortir de Gaza, tout Mhm. simplement parce qu'il y a de moins en moins de journalistes. Moi, je suis encore en contact avec des journalistes sur place, mais qui font partie des derniers, quoi, des survivants. Mhm. Et comme les bombardements continuent, le génocide continue, c'est pas dit que... moi, j'ai très peur pour les journalistes avec lesquels je suis encore en contact. Et comme tout ça n'est absolument pas terminé, voilà, le risque est que eux aussi soient ciblés, silenciés.
Donc voilà, tout ça pour dire qu'en fait, j'ai pas mal bossé sur Gaza ces dernières années. Moi, j'ai un lien aussi particulier avec la Palestine parce que j'y ai grandi, j'y ai vécu adolescente et j'en reparlerai peut-être après quand on évoquera d'autres sujets. Mais donc c'est un terrain que je connais bien. C'est là aussi que, en fait, je me suis dit que j'avais envie de devenir journaliste. Mmh. Donc voilà, c'est particulier. Et donc comme l'écologie, c'est mon angle d'approche, ma focale, et très souvent aussi enfin, on sous-estime en fait les questions écologiques, Mmh. l'importance de ces questions sous-traitées. Donc voilà, je m'étais dit qu'il fallait absolument faire un sujet sur les impacts environnementaux du génocide à Gaza. Et il y avait une question de timing aussi, c'est-à-dire Mmh. que je me sentais pas de le faire alors que les bombardements étaient incessants, que tu vois, toutes mes sources sur place ben, couraient d'un point à l'autre pour se réfugier, survivre, mouraient de faim parce que, on peut en parler, mais la famine à Gaza a quand même frappé de manière hyper drastique pendant de très longs mois, aujourd'hui encore, hein. Et je veux dire, les Mmh. gens n'ont pas forcément accès à énormément de nourriture. Israël enfin, ne laisse pas rentrer. Je pense que c'est 10% de ce qui rentrait avant le 7 octobre. Mmh. Donc je dis pas du tout que tout ça est terminé, mais il y a eu quand même des pics Mmh. assez forts. Et donc voilà, je me sentais pas de traiter de la question voilà, au pic de tout ça. Tu voyais plutôt comme un sujet au long cours, Ouais. qui allait revenir, forcément ressurgir de toute façon à un Voilà, moment ou à un autre. absolument. Et puis on n'en est pas sorti. Et c'est des sujets qui demandent aussi un travail au long cours parce que, et encore aujourd'hui, c'est très difficile d'estimer de façon vraiment complète les dommages qui ont été causés à Gaza. Voilà, je sais pas si tu veux qu'on rentre dans les Ouais, détails bien sûr, ouais, du. tu peux y aller. J'ai affiché l'article, donc si, Ouais, c'est vrai que tu expliques on peut lire le chapeau, hein, l'article que tu as fait pour Blast. Après 2 ans de génocide, Gaza est devenu un vaste champ de ruines et de poussière. En plus des bâtiments, l'armée israélienne a détruit toutes les cultures de l'enclave, intoxiqué les sols et souillé les eaux. Une destruction de l'environnement qui pourrait causer des milliers de morts à long terme. Et ça, c'est un peu une suite un peu silencieuse du génocide, puisque en fait, ça pourrait causer encore pendant des années et des années des victimes en raison de cette politique, et aussi une politique délibérée de destruction des cultures, de pollution des eaux, etc. absolument. Ouais, et ce que je voudrais peut-être commencer par dire, c'est qu'en fait, à Gaza, donc l'écocide est une des illustrations de l'anéantissement qui a lieu à Gaza, qui est causé à Gaza. Euh, Il y a beaucoup de chercheurs qui parlent de gazacide. Mm. Donc en fait, donc de la destruction totale, de l'anéantissement total de toutes les formes de vie, de toutes les manières dont la vie s'exprime à Gaza. Donc on parle de scolasticide, de la destruction de tout le système éducatif, universitaire, de médecine, parce qu'il il y a presque plus aucun hôpital qui est debout à Gaza. Tous ont été bombardés ou presque. Et donc l'écocide s'inscrit aussi dans cette logique globale d'anéantissement de la vie à Gaza. Et se manifeste à travers voilà, différents aspects. Donc il y a l'aspect agricole, bien sûr. Mm. Et je rappelais dans l'article que Gaza était vraiment un lieu très important de l'agriculture en Palestine, que je pense que c'est Ouais, 42%. j'affichais là, c'est 42% de Ouais, superficie. 42% de la superficie de Gaza, en fait, était destinée à l'agriculture. Mm. C'était des champs, c'était des serres. Donc il y avait de l'arboriculture, il y avait bien sûr beaucoup d'oliviers, plus d'1 million d'oliviers à Gaza, des grenadiers, des amandiers, donc tout ce qui constitue en fait l'agriculture autochtone en Palestine. Et sur certains produits, les Gazaouis étaient autosuffisants malgré le blocage, Mm. parce que là aussi, enfin, on pourra en parler des heures, mais l'obstruction donc qui est créée par Israël depuis le blocus illégal donc débuté en 2007 à Gaza, voilà, met des bâtons dans les roues à tout le monde, y compris les agriculteurs, au niveau des produits, des semences, etc. L'eau, je vais en parler aussi, mais c'est tout un sujet. Et donc, l'une des premières
cible de l'armée israélienne à la suite du 7 octobre et de toute cette entreprise de vengeance aveugle sur l'enclave, ça a été les terres agricoles Mmh. et notamment dans le nord de Gaza, qui est la partie la plus agricole de l'enclave et par laquelle l'armée israélienne est rentrée en premier. Et donc ça, je les cite aussi dans mon article, mais ils ont fait un travail extraordinaire. C'est une structure qui s'appelle Forensic Architecture. C'est un groupe de chercheurs pluridisciplinaires. Tu as des architectes, des chercheurs en tout genre qui ont sorti un rapport sur l'écocide à Gaza et qui ont démontré, en gros, de manière un peu systématique, hein, donc le modus operandi de l'armée israélienne concernant l'écocide. Et donc, il y a plusieurs étapes, c'est très clair. Donc d'abord, bombardement. Donc ça, voilà, ça détruit de manière complètement aveugle une partie, un terrain. À la suite de ça, il y a les chars et les bulldozers qui arrivent, qui continuent de retourner la terre, de labourer la terre. Et à partir de là, ils mettent en place ce qu'ils appellent des buffer zones, donc des zones Le tampons, tampon, ouais. des zones tampons, et ce qui leur permet de militariser petit à petit voilà, les zones qu'ils souhaitent occuper. On, Idem, exactement le même modus operandi au sud Liban, là Mmh. depuis le mois de février, mais bon, il y a aussi des exemples qui datent d'avant. Mais c'est une stratégie qu'ils appliquent à chaque fois, Mmh. soi-disant pour établir des zones de sécurité, mais en fait c'est pour juste avancer dans le grignotage et la colonisation. Et empêcher toute installation, parce que je crois qu'au sud Liban, le cas qu'on avait eu, c'était des pesticides qui étaient répandus en très très grande quantité, afin de rendre les terres incultivables par l'armée. Donc ça ne peut être que Ouais. pour détruire les terres agricoles, ça n'a pas d'autre objectif. Bah, merci d'en parler. Enfin, ça me permet de rebondir dessus parce que ça, c'est aussi une autre des manifestations justement de l'écocide qui est entrepris par l'armée israélienne, l'utilisation des pesticides. Donc, on en a pas mal parlé au Liban. C'était au mois de février où l'armée israélienne, avant de commencer à vraiment bombarder sans interruption, etc., ils ont déversé des litres de glyphosate. Du coup, on parlait de Monsanto tout à l'heure. Le glyphosate, c'est commercialisé par Bayer. Donc voilà, on fait le lien, hein, c'est Mmh, mmh. important. Et donc ils ont déversé des tonnes et des tonnes de glyphosate au-dessus de plusieurs villages dans le sud Liban. Donc ça détruit, hein, ça grille les terres, ça grille la végétation, sachant que ça c'est une chose qu'ils avaient déjà faite à Gaza sur de nombreuses années, depuis 2011, 2014, etc. Tout au long de la bordure qui sépare Gaza d'Israël, ils avaient épandu à plusieurs reprises des pesticides. Je ne sais pas si c'était du glyphosate, mais en tout cas des pesticides, pour encore une fois créer des zones incultivables, infréquentables et en faire des zones militaires. Mmh. Donc voilà, ça c'est une des stratégies. Je ne parle même pas du phosphore blanc, qui est aussi une arme qu'Israël utilise depuis longtemps et dont il est strictement interdit selon le droit international d'utiliser en présence de civils. Et ils n'ont fait qu'en utiliser sur Gaza, sur le Liban, sur la Syrie Mmh. également. Et on rappelle qu'ils s'occupent aussi de la Syrie, hein, effectivement, qui est souvent un peu mise de côté, mais il y a aussi une partie de la Syrie qui est occupée depuis longtemps par Israël et une autre partie qui a été occupée après la chute de Bachar Absolument. el-Assad. Il y a le Golan syrien et puis maintenant, ce qui normalement est censé faire partie de la Syrie souveraine qui est occupée par une partie qui est occupée par Israël. Donc voilà, pour revenir à la question de l'écocide à Gaza, il y a l'aspect agricole, donc priver une population de sa capacité à cultiver et à se nourrir, ben, c'est empêcher la vie, en fait. Mmh. Puis tu montres très bien Et dans l'article, avec les chiffres qui sont donnés, tu appuies sur des rapports, le sujet, donc on parlait de 42% de la superficie, hein, 10% du PIB avant le 7 octobre, 500 000 personnes qui vivent de l'agriculture. Et aujourd'hui, on est à 1,5% des terres agricoles de Gaza qui sont accessibles et intactes, d'après un ouais, rapport de juillet 2025. Donc on voit que c'est la quasi-totalité de l'agriculture qui a été rendue impossible. complètement. Et quand on regarde des images satellites, c'est très frappant. Quand on voit le nombre d'infrastructures qui ont été touchées par ces agressions, le nombre de terres qui ont été voilà, complètement détruites. Il y a des images justement de avant-après qui sont Mmh. absolument choquantes. Où c'est
voilà, c'est impraticable. Les Gazaouis sont j'ai pas envie de enfin voilà, les Gazaouis sont extrêmement résilients et maintenant, certains retournent sur leurs terres et cetera. Enfin voilà, Je vais essayer de les afficher. ouais. J'ai trouvé dans le Guardian, il y a une affiche. Alors capture, hop là. On voit quelques images satellites, alors Mmh. je suis pas certain. Ah non, c'est Getty Images. Il m'a mis Getty. Je crois que c'était le Guardian parce que j'ai vu un G, je me Ah. suis dit. Heu, Et hier, ça me rappelle, j'ai vu une image assez parlante qui a été prise depuis, donc une des petites villes aux abords de Gaza. mmh, Donc une ville israélienne à vraiment 5 kilomètres de Gaza. Donc c'est une image, aérienne. On voit d'abord cette ville, donc florissante, mmh, avec des arbres, des cultures et cetera. Et puis au loin, à l'horizon, on aperçoit Gaza, un champ de ruines. mmh. Et tout ça à 5 kilomètres. Voilà, donc ça, Donc tu je par trouve que c'est très, très illustrateur de la réalité, mmh. et de la situation, Tu parlais des difficultés d'accéder, d'avoir des images. Moi, j'aurais recommandé le documentaire de Charles Villa et de Souhail Nassar qui est, mmh. From Gaza with Love. Je sais pas si tu l'as vu? J'ai vu des passages. Où, en fait, on voit effectivement l'ampleur des dégâts, hein, et Souhail Nasser a raconté pendant plusieurs années à Charles Villa, la vie à Gaza, et on a dans ce film des images, de la vie quotidienne, en fait. C'est Mmh. pas, on voit assez peu les bombardements, Mmh. mais c'est vraiment la vie quotidienne à Gaza, et c'est un film très intéressant pour voir, les difficultés quotidiennes. Tu parlais du manque de nourriture, on le voit. Tu parlais de l'ampleur des destructions. Il y a plein d'images très impressionnantes. On voit l'ampleur des destructions, dans les villes. Voilà, je Ouais. vous recommande, si vous avez l'occasion, de voir ce film, qui est un des rares films qui montre, de façon extensive l'intérieur de Gaza, et encore, c'est pas le plus récent, quoi. Je recommande aussi un film, enfin un documentaire qui a été réalisé sur les journalistes de l'AFP à Gaza, qui illustre très, très bien le ciblage qui a été fait. Inside Gaza, ça s'appelle, qui a été, réalisé par Hélène Lamtrong avec, le concours des journalistes gazaouis, et c'est un film que j'ai vu d'ailleurs en présence de ces journalistes il y a quelques mois. Et voilà, c'est très, très fort, et c'est Mmh. c'est des images qu'on connaît, qu'on a déjà vues, je veux dire, on en a vu des images sur Gaza. C'est bien, c'est bien de les voir comme ça, monter comme telles aussi. Et voilà. Et tu parlais de la famine, moi je suis en contact avec plusieurs, journalistes, donc à Gaza, parce que c'est grâce à eux, en fait, qu'on peut écrire sur le sujet. Oui, parce que personne ne rentre. Personne ne rentre. Personne, aucun journaliste international, enfin étranger, n'a pu rentrer, à part, Clarissa Ward de CNN, fin 2023 au début 2024. Mmh. Personne n'a pu rentrer, et ça fait partie de la stratégie d'obstruction, d'Israël, c'est très lisible. Et donc on dépend exclusivement du travail des journalistes gazaouis, et ça aussi c'est du jamais vu, en fait, Mmh. dans l'histoire, que les journalistes soient obligés de documenter leur propre anéantissement, Mmh. leur propre, et l'anéantissement de leur peuple, et qu'il n'ait aucune option de fuite et cetera. Et moi, je suis notamment en contact, justement depuis le projet, Gaza, avec Forbidden Stories, avec un journaliste qui s'appelle Bassel Khaireddine. Et pour vous donner une idée, et c'est un exemple parmi des millions, hein, mais de l'intensité qu'a pu être, la famine à une certaine époque. L'an dernier, Bassel m'écrit un matin, c'était il y a presque un an, et il me dit: «Aïda, écoute, là, ça va vraiment pas». Alors qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire, chez tous les Gazaouis avec lesquels j'ai été en contact, c'est que, ils se plaignent presque jamais. Mmh. Et sont très, très, très dignes par rapport à ce qu'ils traversent. Et là, il me dit, «Bah, en fait, je t'écris et ça fait 6 jours que j'ai pas mangé. Je meurs de faim, et ce matin, je viens de trouver une tomate au marché. Je l'ai achetée 50 $. Oui. Et parce que la nourriture est tout simplement hors de prix, comme Oui, il puis il y y a a aussi plus des rien». profiteurs, Bien sûr, bah dans oui, comme bah, comme partout. partout. Et il me dit: «Bah, voilà, je l'ai acheté, je l'ai découpé en 4 et je l'ai donné à ma femme et mes 3 enfants, et je les regarde manger». Je pense que c'est important d'avoir ce genre d'histoire en tête aussi. Mmh. Parce que des fois, on se rend pas compte de ce que c'est qu'en fait, de
la famine, ça peut évoquer plein de choses, mais Mmh. quand c'est très concret, quand c'est dit avec des images très concrètes, voilà, Mmh. on se rend vraiment compte de la portée, de ce que c'est. Oui, on le voit aussi dans From Gaza with Love, hein, je reviens, mais je crois qu'il y a un moment, tu vois le journaliste, en train de manger du concentré, des conserves de concentré de tomates, Mmh. mais sans rien d'autre parce qu'il y a que ça à manger, Ouais, ou la sauce tomate ou du concentré de bien tomate, sûr. on voit qu'il y a pas de nourriture alors qu'il y a une grosse propagande par ailleurs qui, voudrait qu'en fait, il y a des marchés qui sont pleins de denrées à Gaza, Mmh. qui montrent des images. On voit souvent sur les réseaux pro-israéliens, des images de, en fait, ils ont plein de trucs à manger, Ouais, le fameux Pallywood. Mmh. Donc, c'est la traduction de Hollywood pour les Palestiniens et c'est la une des manières qu'ont trouvé les Israéliens pour discréditer en fait, tout ce qui sort, de Gaza, tout ce qui est dit par les Palestiniens où en gros, selon la version israélienne, ce serait une vaste comédie, Mmh. donc Pallywood. Mais oui, pour revenir à la question des ressources aussi, il y a la question de l'eau et l'eau a manqué énormément et manque encore aujourd'hui. Et il y a de nombreux Gazaouis en fait qui sont allés, s'abreuver à la mer, Mmh. avec de l'eau de mer, déjà extrêmement contaminée et puis salée en fait et en ont découlé, des maladies de reins et cetera. J'ai plus les chiffres, mais il me semble que c'est 85 des structures, d'assainissement de l'eau, qui ont été atteintes à Gaza. Mmh. Donc là encore, énorme drame, sanitaire et écologique et je voudrais insister sur le fait que l'atteinte à l'environnement, donc elle a atteint voilà des formes et une intensité, sans précédent pendant le génocide. Mais il faut se dire qu'avant même le 7 octobre, la situation à Gaza était déjà dramatique. Mmh. Ouais, tu le rappelles dans ton article, hein. Voilà et sur la question de l'écologie aussi, c'est-à-dire que, par exemple, dès 2018, l'ONU alertait sur le fait que 97% de l'eau à Gaza était impropre à la consommation. Donc il n'y avait que 3% de l'eau qui était consommée à Gaza qui, en fait, était propre et propice à la consommation humaine. Tu le dis aussi, hein, la situation est en voie d'atteindre un point qui va devenir insoutenable d'ici à 2020. C'est une citation de 2013, d'un Voilà, rapporteur des Nations Unies sur les droits de l'homme dans voilà les le territoires précédent palestiniens. en fait, le prédécesseur de Francesca Albanese, Mmh. qui avait fait un rapport à l'époque et voilà, qui alertait déjà sur les conditions, sanitaires, désastreuses. Donc voilà, tout ça n'est pas nouveau. Puis, un autre aspect que j'ai pas encore évoqué, mais c'est la question des produits chimiques. Mmh. C'est-à-dire que là, on a affaire à environ, d'après les derniers chiffres de l'ONU et encore une fois, c'est pas des chiffres exhaustifs, comme comme personne n'est en capacité d'aller à Gaza pour vraiment mener des enquêtes, poussées et abouties, en fait, on n'a pas une idée vraiment très claire de l'ampleur, de la catastrophe. N'empêche qu'on peut quand même faire des estimations. Les dernières estimations de l'ONU, font état de 61 millions de débris Mmh. sur dans l'enclave, à la suite des bombardements israéliens et c'est l'équivalent de 25 en volume de 25 tours Eiffel. Donc c'est absolument gigantesque et ces débris contiennent des produits extrêmement toxiques, parce que parmi les sites qui ont été bombardés, ben, il y a des usines, il y a des hôpitaux, il y a des laboratoires, il y a tout un tas de choses en fait, qui contenaient des produits dangereux, qui aujourd'hui sont diffusés dans la nature, avec les pluies qui s'infiltrent dans les nappes phréatiques, dans la mer. Et donc tout ça va avoir un impact au long terme considérable, dont on n'a pas encore idée aujourd'hui. Donc non seulement des cancers, mais vont causer l'apparition de maladies. Voilà. Et c'est en ça que je dis dans l'article qu'en fait, euh, les conséquences écologiques du génocide, donc l'écocide, vont peut-être engendrer plus de morts que les bombardements qui ont eu lieu ces dernières années et qui, je le rappelle, continuent d'avoir lieu. Mmh. Il y a encore 2 jours et puis tous les jours, en fait, tous les jours, il y a encore des bombardements à Gaza.
C'est le biologiste que tu as interviewé qui dit aussi ça. Oui, Hein. Il dit il le si dit. tant qu'il y a des survivants, l'écocide qui est en train d'être commis pourrait potentiellement causer plus de morts à long terme que celles déjà causées actuellement par Absolument, Israël. absolument. Et d'ailleurs, j'en profite pour introduire ce monsieur, qui est un monsieur absolument extraordinaire, qui s'appelle Mazin Koumseye, qui est palestinien de Bethléem, qui est l'un des plus grands biologistes de Palestine et qui a créé un endroit qui s'appelle le Musée pour la biodiversité et l'histoire naturelle en Palestine. Mediapart. Oui, on reçoit un raid. Mediapart. Merci beaucoup, Victor Populaire. Mediapart. Merci pour le raid. Alors, c'est un peu détonnant par rapport, par rapport au sujet dont on parle, mais merci beaucoup. On est en train de parler d'écocide à Gaza avec notre invité Aïda Delpuech, qui est journaliste d'investigation. Et on parlait de la pollution, des conséquences écologiques du génocide à Gaza, et en l'occurrence de ce monsieur Oui. qui est ici à l'écran que vous voyez, que tu étais en train de présenter. Voilà. Donc je reprends, qui s'appelle Mazin Koumseye, donc, qui est un très grand biologiste palestinien. Et en fait, voilà, je voulais dire que ce qu'il a mis en place, c'est absolument unique en Palestine. Et ça fait vraiment écho au sujet aussi que je couvre, parce que lui, dans son approche, en gros, je disais qu'il a mis en place le musée pour la biodiversité et l'histoire naturelle en Palestine. Donc qui est en fait pour moi un véritable lieu de résistance, parce qu'à travers la production donc universitaire, parce que c'est un grand universitaire qui le fait, donc il a un labo de recherche, avec lequel il mène énormément de recherches sur la biodiversité en Palestine. Ils ont aussi une banque de gènes, ils ont un herbier où ils ont catalogué plus de 2 300 espèces sauvages, de plantes sauvages en Palestine. Donc ils font un travail extraordinaire pour connaître voilà, cette nature, et puis la transmettre. Et voilà, sa mission est vraiment une mission de résistance, parce que pour résister, il faut déjà connaître et enfin, être au plus proche notamment en Palestine, on veut couper les Palestiniens de leur terre, parce que c'est un conflit territorial, Hmm. enfin un conflit. C'est Hmm. c'est une entreprise coloniale qui se fonde sur l'appropriation territoriale. Et donc voilà, lui son idée, c'est de dire, ben, pour pouvoir défendre notre terre, faut déjà la connaître. Et donc voilà, il fait un travail merveilleux. Oui, parce qu'il y a il y a un enjeu identitaire également, des d'effacement d'identité qu'on retrouve alors, peut-être avec des intensités différentes et pas forcément la même chose, mais qu'on trouve par exemple sur les discours de la Russie sur l'Ukraine, en fait, une idée de défacement d'un peuple Oui. et que la classe politique a du mal à reconnaître. Même déjà dire le mot génocide, c'est déjà un très long chemin pour une partie de la classe politique, mais même c'est juste simplement de reconnaître cet effacement et l'intensité de cette violence, et cette horreur en Palestine est quand même extrêmement, extrêmement compliqué, alors qu'il suffit de voir ce qui se passe en fait. Il suffit de s'appuyer sur des rapports, de parler aux Palestiniens, et tu le montres très bien, qu'on peut pas rentrer on peut pas rentrer à Gaza, les journalistes peuvent pas rentrer à Gaza, mais il y a quand même possibilité d'enquêter, et tu l'as fait avec cet article. Comment tu fais en fait justement? Comment on peut faire? Sur quoi on peut s'appuyer? Tu parlais des journalistes palestiniens sur place, mais quelles autres ressources tu as pour documenter ce qui se passe à Gaza? Pour s'informer, Mmh. ou Pour moi en tant s'informer que ou pour travailler journaliste, toi en tant que journaliste? ouais, j'ai déjà envie de dire que, en fait, la question palestinienne n'a jamais été aussi documentée, je pense, que Mmh. depuis 3 ans. Donc et j'avais justement une discussion avec Mazin sur ce sujet, qui disait que, bah, le prix est quand même très, très cher payé, mais que, de par le 7 octobre, en fait, on n'a jamais autant parlé de la Palestine et de manière aussi précise. Voilà, faut aussi contextualiser ce qui se passe depuis plus de 70 ans, 75 ans. Donc en termes de ressources, il y a aussi énormément de choses. Donc c'est pour ça que je pense qu'on peut être aussi assez intransigeant aujourd'hui Mmh. sur la question palestinienne, qui n'est pas une question qui implique seulement les Palestiniens. Enfin, Mmh. il y a une portée très universelle Oui. à la question palestinienne, justement sur la notion coloniale, sur l'imbrication entre tellement voilà, de manifestations dont Israël aujourd'hui cherche à anéantir complètement le peuple palestinien. Sur la question de l'impunité aussi, de Ouais, ce bien qui est sûr, possible de faire au regard du droit international avec la communauté internationale. bien sûr. Et donc il y a énormément de ressources.
que ce soit, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites en anglais, mais aussi en français et je dirais que mais c'est un peu comme pour tout, en Mmh. fait, la presse indépendante. Mmh. La presse indépendante qui fait un super travail, sur le sujet. Alors après ça c'est pour, si on voilà, si on veut lire des médias français, mais sinon, on peut très bien suivre, des comptes de journalistes, gazaouis et moi j'avoue que même en tant que journaliste, ma source principale ces dernières années, c'est les comptes Instagram, Mmh. des journalistes palestiniens. Ça a été la base de tout travail, journalistique sur la Palestine, c'est et notamment sur Gaza, c'est eux. Mmh. C'est eux et c'est d'autant plus important, je pense, d'aller, directement se renseigner auprès d'eux que qu'Israël cherche à les éliminer. J'ai Mmh. j'ai l'impression qu'il y a aussi un autre, volet, dans l'information sur le génocide à Gaza, c'est le travail des ONG, de commissions d'enquête de l'ONU, de Oui. certaines associations qui, en fait, permettent d'avoir des rapports un peu étayés que sur lesquels les journalistes peuvent aussi s'appuyer pour leur travail. Absolument et même eux s'appuient sur le travail de recherche des journalistes, Mmh. à Gaza. En fait, moi, j'en connais un qui travaille aussi pour des organisations internationales et en fait, oui, il y a de super rapports qui sont faits. Puis, tout simplement les rapports de l'ONU, les rapports de Francesca Albanese sur la notion de génocide, sur la complicité, du monde bancaire et financier avec le génocide, en cours et Francesca Albanese s'est aussi appuyée sur, enfin énormément sur le travail des journalistes sur place, en tout cas quand il s'agissait vraiment de parler de la situation à Gaza. Donc oui, ça c'est aussi une très, très bonne source. Forensic Architecture dont je parlais tout à l'heure, qui font un travail, assez remarquable aussi donc qui ont sorti un rapport sur l'écocide, mais qui reconstituent aussi des scènes de crime, et qui font un travail, super sur la Palestine depuis plus d'une décennie maintenant. Mmh. Donc il y a des ressources. Mmh. Bah, vous les Mais avez dans le chat, j'en ai mis, l'article de Haïda évidemment, mais j'ai aussi mis Forensic Architecture. ouais. Vous avez, ce qu'il faut pour vous renseigner sur le sujet. En tout cas, il y a, comme tu disais, il y a de la matière, il y a du travail qui est fait, tout est là, en fait. Il y a tu citais, des documentaires, Mmh. je pense que l'art, c'est aussi une bonne manière d'appréhender ce qui se passe et le cinéma notamment. Et il y a aussi énormément de choses qui sont faites Oui. par des Palestiniens. Il y a des documentaires, il y a des documentaires qui se font en plein génocide. Moi j'ai vu je pense qu'il est pas encore sorti, mais j'ai vu en avant-première un documentaire qui s'appelle Le clown de Gaza, sur un monsieur en fait qui est clown et qui donne de la joie au quotidien, aux enfants. Et c'est un documentaire qui a été réalisé, il y a un an, donc pendant les bombardements et moi c'est un film qui m'a énormément, touchée. C'est une des plus belles choses que j'ai vues en fait. C'est terrible de dire ça, Mmh. mais en temps de génocide, voilà, c'est un film, vraiment magnifique donc voilà, aller directement aussi voir ce que font les Palestiniens et les Gazaouis. Mmh. Mmh. Une grosse production cinématographique effectivement, mais Oui, qui est pas toujours évidente à distribuer, oui. malheureusement. Mmh. Mais il y a quand même des films qui sortent sur le sujet, qui parfois arrivent à se faire un chemin dans certains festivals, Mmh. et d'avoir éventuellement des récompenses. Ouais. Il y a Heu, aussi, le film de Yanis, oui, Hamdi, donc mon collègue à Blast, qui a sorti un film donc là, c'est plus sur la Cisjordanie et sur le cas d'une famille en Cisjordanie, à qui et qu'on a Alice au pays des colons. confisqué, le terrain, voilà, Alice au pays des colons. Donc super film qui est en ce moment au cinéma d'ailleurs, Mmh mh. dans Ouais, plusieurs cinémas. si vous arrivez à aller le voir, effectivement, il y a vraiment du choix. Il faut juste réussir à trouver les salles où Voilà. malheureusement ces films sont projetés. Mais encore une fois, moi je pense que le mot-clé, c'est indépendance, indépendance, Mmh, indépendance. Donc médias indépendants, cinéma indépendant, plateforme indépendante, voilà. mmh. En tout cas, Mmh. vous avez des ressources. Il y a matière, il y a Il y a de quoi faire. Hem, je te propose, il reste un 1/4 d'heure à peu près, d'élargir un petit peu à d'autres lieux parce qu'en fait, tu as parlé d'écologie, on a parlé d'écologie, d'écocide à Gaza, mmh. mais tu as parlé d'écologie dans d'autres contextes, à d'autres endroits. Tu as parlé,
déjà en Cisjordanie, hein, pour pas aller forcément très, très loin, mais tu avais écrit un article en 2024 pour Le Monde diplomatique sur, la question de l'arbre comme un outil colonial et là, on est sur, à l'inverse, pas un écocide, mais on est sur, une utilisation d'une politique soi-disant écologique pour, justifier l'effacement, de la des Palestiniens. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce sujet et comment tu en es venu? Et après, je pense que ça permettra aussi d'ouvrir aux questions de rapport entre nord et sud global, plus largement avec tes autres articles si on a le temps, si on a le temps. Ouais, bien sûr. Bah, c'est une question, moi, qui m'a beaucoup, interpellée. Comme je disais en début d'émission, moi, j'ai grandi, j'ai passé, en fait, la fin de mon adolescence, à Jérusalem, côté palestinien. Et donc, voilà, moi, il y a beaucoup de choses que j'ai vues adolescente qui, ensuite, adulte, ont résonné différemment aussi. Et quand j'en suis venue, bah, à m'intéresser à la Palestine en tant que journaliste et en tant que journaliste spécialisée sur les questions écologiques, il y a un sujet qui m'a particulièrement interpellée et frappée, qui est celui, de l'utilisation des arbres, comme, voilà, comme arme, à la colonisation israélienne en Palestine. Donc je m'explique. Hem Parce que c'est un angle qu'on ne voit pas souvent, en fait, Mmh. quand on traite de la question, palestinienne. Mais alors depuis, ça remonte même à avant la création de l'État d'Israël, donc avant 1948. Il y a ce qu'on appelle le Fonds national juif, donc qui est une superstructure, qui a été créée en 1901 et qui existe encore, aujourd'hui et qui est l'un des principaux gestionnaires des territoires, et des forêts en Israël. Et donc, cette structure, à la création de l'État pardon, de l'État d'Israël en 1948, je vais juste boire un Mais peu je d'eau. t'en prie. Je vous ai mis l'article dans le chat, hein. À la création de l'État d'Israël en 1948, le Fonds national juif s'est vu confier la gestion, des territoires, donc des nouveaux territoires, israéliens qui jusque-là étaient palestiniens. Et une des premières choses, en fait, qui a été faite à la création d'Israël à travers, cette structure, ça a été de planter des arbres. Planter des arbres, hem, a priori, on peut se dire: «Ah bah, pourquoi pas? C'est chouette, c'est écologique». En fait, c'était une stratégie purement militaire Mmh. à la base, qui s'est ensuite transformée en stratégie d'effacement aussi. Parce que, donc je rappelle qu'en 1948, il y a, ce que les Palestiniens appellent la Nakba, donc la grande catastrophe qui a poussé, à des centaines de milliers de Palestiniens à l'exil. Et donc, de nombreux territoires, enfin de nombreux villages palestiniens se sont retrouvés côté israélien, détruits, voilà. Et donc pour stabiliser son empreinte et son territoire, Israël, en fait, mais dès les premières semaines après sa création, s'est mis à planter des arbres sur ces villages. Hem Et donc c'est des arbres qui ont ensuite grandi, et qui ont permis à donc déjà l'implantation et la solidification de la présence, israélienne sur ces territoires et aussi l'effacement des villages, et de la présence palestinienne. Et je précise dans l'article aussi, et c'est très important, que il s'agit pas de n'importe quelle essence d'arbre. Il s'agit surtout, de pins, d'Alep, que les Israéliens appellent, pins de Jérusalem. Donc qui sont des conifères, et qui sont une espèce, très très invasive. Mmh. Donc il est facile de planter et de voir, prospérer. Donc voilà, il y a ça a permis, en fait, ça participait aussi de la stratégie d'aller vite, de couvrir vite. Et donc voilà, ça s'est effectué sur des décennies. Donc à chaque territoire palestinien conquis, l'État israélien plantait des arbres et cetera, après avoir détruit toute la flore autochtone, qui est représenté par exemple par l'olivier, qui est l'emblème, même, de la Palestine, en tout cas l'un des symboles, des cactus de Barbarie, des amandiers, et cetera. Donc, on a affaire en fait à une nouvelle, flore, un nouveau couvert végétal, qui est là pour remplacer ce qui était présent avant. Donc,
Et voilà, à chaque village palestinien conquis, les Israéliens plantaient des arbres, et c'est encore le cas aujourd'hui, Mmh. dans des zones comme le Negev, au sud de la ville d'Hébron, par exemple, où là, la colonisation fait rage à un niveau sans précédent d'ailleurs, et ça s'intensifie de semaine en semaine, de mois en mois. Et là-bas, les populations particulièrement menacées, ce sont des populations bédouines. Mmh. Il y a aussi beaucoup de bédouins en Palestine, dans ces zones plutôt désertiques, enfin semi-désertiques. Et pareil, en fait, sont plantés des arbres par centaines. Je pense que depuis la création d'Israël, d'ailleurs Israël s'en vante, hein, ce sont plus de 250 millions d'arbres qui ont été plantés Mmh. par le Fonds national juif. Et en fait, tout ça, ça devient des forêts. Ça devient des espaces où les Israéliens vont se balader, vont faire du sport, du vélo, pique-niquer, et cetera. Alors qu'on est en territoire palestinien occupé. Mmh. Ouais, une logique d'effacement, Voilà. de toute, trace de ce qu'il y avait avant, en fait. Ouais, Mmh. ouais, et moi ça a énormément résonné avec moi, parce que moi, adolescente, j'allais m'y promener Mmh. avec mes parents, le week-end, on allait de temps en temps dans ces forêts. Donc quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, j'ai un peu eu un flash, quoi. Je me suis dit: «Ah mais oui», et puis, effectivement, moi, quand je m'y baladais, je voyais bien, j'étais déjà assez consciente à l'époque des enjeux, et cetera. Mais on voit bien, quand on veut le voir, voilà, les vieilles maisons en pierre, Mmh. anciennement palestiniennes, détruites. Voilà, des endroits où on peut comprendre, en fait, qu'il y a eu de la vie, heu et une présence palestinienne. Donc voilà, l'arbre, en fait, a servi, a été un outil au projet expansionniste israélien, et encore aujourd'hui est utilisé, et à toute une époque, on a pu parler, enfin voilà, il y a eu des campagnes sur le verdissement du désert. Mmh. On va faire fleurir le désert. Ça faisait tout partie de la propagande aussi israélienne, de dire qu'en fait, nous, contrairement à ceux qui étaient là avant, donc en l'occurrence les Palestiniens, on s'occupe de la terre. On en Mmh. prend soin. Parce que, voyez, nous, on a récupéré ces terres, les pauvres, complètement asséchées. C'était un désert, et cetera. Aucun moyen d'y faire pousser quoi que ce soit. Regardez comment nous, on en prend soin. Donc on est en train de les transformer en paradis, en Éden. Et ça, c'est une rhétorique très coloniale Mmh. qu'on a pu retrouver au moment de la colonisation française aussi. Oui, bah, justement, c'est très intéressant parce que ça me fait penser à un article qui est sorti, dans La Relève et la Peste, très récemment, Ouais, qui parle des Landes, ouais. où en fait il y a eu, cette, arrivée des monocultures de pin ici aussi, en ayant un discours de, «Les paysans qui habitent là sont des sauvages, c'est des marais, c'est invivable». Et en fait, au 19e siècle, ils ont fait une monoculture de pin dans les Landes qui est encore là aujourd'hui, pour, totalement effacer Ah, cet c'est héritage paysan, et ça m'a vraiment fait penser à ton article incroyable, moi en le j'étais lisant. pas au courant. Ouais, mais c'est sorti il y a J'étais quelques jours, je Ah l'ai vu justement ouais! derrière. Ah mais c'est incroyable, les liens qu'on peut faire. Mmh mh. Parce que voilà, puisqu'on parle de monoculture aussi, justement, ce sont des plantations, donc artificielles, qui contribuent à l'appauvrissement de la biodiversité. On se souvient des incendies, des feux de forêt qu'il y a eu dans les Landes. Mmh. C'était l'an dernier, Je crois que ou c'était il il y y a a 2 je ans? crois que c'était il y a 2 Il ans. y a il y a il y a 2 ans. En fait, c'est exactement pareil, là où Israël a planté donc en monoculture ces pinèdes. Et c'est toute l'ironie de la chose, c'est qu'en fait, il y a quelques années, et ça continue, hein, des énormes feux de forêt aux alentours de Jérusalem, donc dans ces pinèdes artificielles. Donc, après l'incendie, plus que de la cendre, et cetera. Et en fait, l'incendie a permis de faire réémerger les villages palestiniens Mmh. qui avaient été ensevelis par ces pinèdes. Donc en fait, voilà, quelque part, c'est l'ironie de l'histoire, où finalement, hem, ben, ces pinèdes, qui ne sont pas viables, écologiquement parlant, en fait, à un moment, meurent et Et relaissent la refont place. surgir le Voilà. l'état naturel en fait, originel de la région. Voilà, ouais. Mmh mh. Et donc pour revenir sur la question donc coloniale,
justement à cette notion de verdissement du désert. Donc ce procédé de plantation, au départ, était complètement assumé par Israël. Mmh. On va coloniser par, voilà, et le discours a progressivement changé quand, Israël a cherché à polisser un peu son image dans les années 70-80, et donc là, il y a eu tout un discours, environnemental qui s'est développé autour de ces plantations, alors qu'en fait, la la dimension coloniale est plutôt claire. Et merci, L'article, ouais, pour l'article, j'irai le lire parce que c'est super intéressant mmh. Bah, les parallèles les parallèles, sont ouais. assez intéressants dans Mmh, un environnement qui est considéré par l'État central comme invivable. Il y a ici un désert, là, des marais, et on veut exactement. faire une monoculture pour justifier le fait de civiliser un peu ça. Et aujourd'hui, effectivement, on voit que c'est pas du tout adapté, forcément. Et je pense que ça illustre aussi quelque chose qui est important, qu'on voit dans son travail aussi sur les questions écologiques, c'est les questions de domination entre pays du Nord et pays du Sud global. Et en fait, le faire porter le poids de politiques soi-disant écologiques à des pays où il y a moins de normes, où c'est moins grave d'avoir de la pollution, d'avoir des destructions, etc. Et c'est aussi une partie de ton travail, ça notamment. Je pense à ton article sur les panneaux solaires en Tunisie, mais tu as aussi fait une enquête sur le charbon au Mozambique qui est utilisé en France. Je sais pas duquel tu as envie de parler, parce que je pense qu'il nous reste 5 minutes. Donc, Bah, les 2 se rejoignent, hein, on ouais. peut, Peut-être qu'on peut parler de celui sur le Mozambique, parce que comme ça fait pas... Il y a ouais, Disclose, comme on appelle le monde Diplo. ouais, 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 bah, c'est une enquête qu'on a sortie il y a pas très longtemps, il y a 2 mois avec Disclose. Où justement on révèle, que qu'ArcelorMittal, les fameux, donc le grand aciériste, français, importe une partie de son charbon, depuis, une mine qui se situe au Mozambique, qui est l'une des plus grandes mines à charbon, au monde, et où on observe, voilà, déjà une situation sanitaire et écologique, absolument dramatique, mais j'ai envie de dire, comme à chaque fois qu'on qu'on s'intéresse à une mine, Mm. et comme à chaque fois où il y a de l'extractivisme. Et c'est-à-dire qu'encore une fois, on se retrouve, dans un schéma où, une multinationale, un géant, donc qui sont aujourd'hui en fait, on pourrait presque parler, d'entité néocoloniale. C'est-à-dire que moi, dans le travail aussi que j'ai mené, notamment en Tunisie, où en fait, il s'agit plus de colonialisme pur, parce qu'il y a plus de puissance occupante qui vient territorialement occuper un territoire, et cetera. Mais n'empêche qu'on reste dans des logiques qui sont similaires à celles de la colonisation, qui sont celles de l'exploitation des ressources des pays occupés et colonisés pour, les bénéfices, des forces occupantes. Donc c'est pour ça qu'on parle en fait de néocolonialisme, et aujourd'hui, les multinationales ou les mégastructures sont un peu, voilà, les illustrations, de ce néocolonialisme. Donc là, en l'occurrence, ArcelorMittal, qui, et c'est encore une fois, c'est qu'une petite partie parce que, Arcelor importe, des tonnes et des tonnes de charbon de partout dans le monde d'ailleurs, hein. Mm. Donc, Moatize, la ville, la mine au Mozambique n'est qu'une infime partie, hem, de ce qu'ArcelorMittal, importe. Mais, voilà, donc ce que dit l'enquête, c'est que en fait, les conditions, autour de la mine sont absolument catastrophiques. Les niveaux de pollution, et de présence de particules sont affolants. La population, est atteinte, voilà, de maladies en tout genre, de cancers, de maladies respiratoires. Voilà, et en fait, c'est important de rappeler, la responsabilité, qu'ont ces multinationales et ces entreprises vis-à-vis, de leurs fournisseurs, de leurs sous-traitants. Donc, il y a des lois pour ça. Mm. Et c'est un peu ce qu'on a voulu, ce qu'on a voulu faire avec cet article, auprès de Disclose. Et tu as cité aussi, une enquête que j'avais menée avec, une collègue, Ariana Poletti, en Tunisie, sur la question des énergies renouvelables. Donc là, on est dans autre chose, hein, Mm. mais, c'est fou à quel point on observe en fait les mêmes dynamiques. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, on a enquêté sur un projet d'une méga centrale solaire, donc qui n'a pas encore vu le jour, hein, dans le sud,
de la Tunisie. Donc, il y avait un méga projet. Ils avaient pour ambition d'implanter la plus grande méga centrale solaire au monde. Donc voilà, on parle d'énergie renouvelable, et puis généralement, alors ça commence à changer, mais jusque-là, quand on parlait d'énergie renouvelable, ah bon, bah, c'est positif, c'est bien, faut une transition. Mais alors on n'a pas le temps, mais on pourrait aussi parler de la question de la transition, énergétique. Oui, Qu'est-ce puis qu'implique, le que la oui, de faire peser les coûts en fait de cette transition à des pays du Sud où il y a moins de normes, où c'est voilà. plus simple en fait de s'implanter sans avoir à forcément respecter les règles, parfois où les règles n'existent même pas. Et puis au bénéfice de qui, encore une fois, tu Mmh. vois? Parce que là, la question, la centrale solaire en l'occurrence, donc l'idée, c'était de produire donc de l'énergie, de l'électricité, hem, dans le sud, de la Tunisie, et ensuite de mettre en place des canaux, d'interconnexion électrique entre la Tunisie et l'Europe Mmh. pour envoyer la quasi-totalité de cette énergie vers l'Europe. Mmh. Et pourvoir aux besoins de près de 2 millions. C'était ça l'ambition à l'époque, de 2 millions de foyers. Donc là encore, on est dans une logique extractive Mmh. où on arrive, donc, et bien sûr, ce sont des investisseurs européens, américains. On arrive en Tunisie, donc qui est un pays d'ailleurs complètement dépendant du gaz algérien, qui est un Tunisie pas du tout autonome et souverain en termes énergétiques, donc Mmh. qui aurait bien besoin De ce type de projet, de mais ce pour type les de Tunisiens. projet, mais voilà, à destination des Tunisiens. Et donc voilà, on arrive, on investit, donc c'est bien sûr, c'est des investissements extrêmement lourds, c'est extrêmement coûteux comme projet. D'ailleurs, c'est une des raisons, je pense, pour lesquelles ça n'a pas encore vu le jour, parce que c'est assez dantesque. Mmh. Voilà, on utilise les ressources, que ce soit le sol, parce que ça aurait occupé donc des voilà, des Des surfaces centaines des énormes. surfaces, oui, énormes. Sur, encore une fois, tu vois, un territoire, donc on parle de désert, et tu le disais, on présente ces espaces comme des espaces stériles, Mmh. alors qu'en fait, ce sont des zones où il y a de la vie, où il y a du pâturage. En fait, ce sont des zones semi-désertiques, mais que ça arrange certains, de les dépeindre comme étant complètement inaptes à quelque forme, de vie. Et donc, utilisation des sols, de l'eau, parce qu'en l'occurrence, ce projet solaire aurait utilisé énormément d'eau. Heu, bon, les rayons, appartiennent à tout le monde et personne, pour ensuite les renvoyer, vers l'Europe. Donc ça, Mmh. c'était voilà, c'est ça, moi, ça m'a énormément questionnée, et en fait, on ne sort pas de ces logiques et de ces rapports, de domination nord-sud, qui aujourd'hui prennent des formes différentes, mais la logique sous-jacente est la même. Mmh. Et puis Mmh. il peut y avoir parfois un coup de peinture verte autour de ces Voilà, rapports de domination, mais ouais. c'est effectivement très semblable, avec des intensités, des logiques différentes. J'ai l'impression que c'est un peu le fil rouge sur ton travail, en fait, Oui. sur ce qu'on voit depuis le début. Bah écoute, je pense qu'on se dirige vers la fin. J'espère que, en tout cas, Je sais pas ça s'il y vous a des aura. questions, on n'a pas Je regardé le chat, J'ai pas vu mais de questions, j'ai vu des OK. remarques toujours très pertinentes. Le chat, je sais que vous êtes très pertinent. Éventuellement, on a quelques minutes s'il y a des gens qui ont des questions. On dit merci, merci aux réalisations, merci à toi, merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cet entretien. Je rappelle que les entretiens, on les met Mediapart sur YouTube dans le courant du week-end, que vous pourrez avoir accès au replay sur Twitch dès midi, après la revue de presse, bien sûr. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à te dire. Merci beaucoup encore à Mais toi, un Aïda, grand d'être venue. merci pour l'invitation et merci à tous. Merci tout le monde. Nous, on se retrouve dans 5 petites minutes, le temps d'aller me refaire un café. Et pour les gens de YouTube, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et sinon, je vous dis à tout de suite et merci encore à toi. Salut. Merci, salut.